Alors la France, c'est un peu comme la Tunisie? Ma mère ne répond pas. La France, c'est comme la Tunisie? La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Les crabes ne se sont pas arrêtés à Poitiers, de Lilia Mahfouz. Nouvelle parue dans le numéro 55 de la revue Rue Saint-Ambroise, parue en mai 2025. Lectrice Zahira Benbadis. Musique Charlie Nelson. Là-bas. C'est chaud comme un four et la lumière fait mal aux yeux. C'est à cause du soleil qui frappe sur le blanc des maisons. Mais les lunettes de soleil, c'est pour les touristes. C'est ce qu'elle dit, ma mère. Et moi, j'écoute ma mère parce que je suis petite, et je crois tout ce qu'elle dit parce que c'est toujours vrai. Elle dit, par exemple, que mon père reviendra, comme chaque année. Et c'est vrai. Mon père, il vient l'été avec plein de cadeaux et du chocolat qui a fondu dans la valise. Je sais où il habite, en France, là-bas. Tu vois Sidi Bou Saïd? C'est de l'autre côté. Il faut traverser toute la mer. Non, Sidi Bou Saïd, j'y suis jamais allée. C'est trop loin. On a une photo de là où il habite, mon père. Ma mère l'a épinglé sur le mur. C'est comme un château plein de lumière. Il brille dans la nuit. C'est magique. Je voudrais bien savoir où il dort, parce qu'elle a une forme bizarre, sa maison. Ma mère dit que sa maison s'appelle la Tour Eiffel. Ma mère répète tout le temps qu'un jour, nous aussi, on ira en France. Inch'Allah, si Dieu le veut. Longtemps après, Dieu a voulu. Le voyage. Il a voulu qu'on arrive dans un endroit qui s'appelle Marseille et qu'on rate pas le train pour aller à Paris. On a tous couru avec les valises et les sacs. Mon père a disputé ma mère. Ma sœur a trébuché. Je suis tombée et mon frère a pris une claque. On l'a pas raté, le train. On y est. On a 2 banquettes en bois que pour nous 5 et on peut fermer la porte du couloir. Comme ça, on dirait une petite cabane. Les banquettes sont dures, ça fait mal au dos. Ma mère dit qu'elle va pas tenir comme ça assise toute la nuit. Il fait froid. Moi, j'ai du courage parce que je vais aller vivre dans la tour qui brille. Le train roule et ça secoue. C'est difficile de dormir parce qu'il s'arrête tout le temps. Il freine avec un bruit de fer qui crie et crie encore. Ça dure longtemps et des fois, quand on croit qu'il s'est arrêté, c'est comme s'il avait le hoquet et on se cogne les uns sur les autres. Je me bouche les oreilles et ma sœur pleure. Mais je crois que c'est à cause de son chignon qui s'écroule. Elle pleure pour les épingles perdues. On est bête quand on a 12 ans. On est dans la voiture d'un monsieur qui s'appelle Hamadi. Mon père dit que c'est son frère. Je savais pas qu'il avait un frère. Il est en France depuis longtemps. On est tassés comme des sardines dans leur boîte. Je suis sur les genoux de ma mère, et comme ça, je vois mieux dehors. J'ai mal au cœur. Le ciel est gris, les rues sont grises, les immeubles sont vieux. Les trottoirs sont sales. J'ai demandé 3 fois si c'était ça, Paris. On m'a dit de la fermer, et tout le monde s'est tu. C'est pourtant pas normal, une ville qui a pas de couleur et qui sent mauvais. J'ai envie de vomir. Je ferme les yeux. Je les ouvrirai quand on sera arrivé devant notre nouvelle maison, la Tour Eiffel. Rue du Ruisseau. Mon père dit que c'est là, au 2e étage. On descend de la voiture. On lève nos têtes vers le bâtiment tout moche, tout sale. J'en crois pas mes yeux, c'est pas la maison de la carte postale. Mon cœur fait un hoquet comme le train. On zigzague entre les crottes sur le trottoir. On ouvre une grille et on traverse une petite cour pleine de pavés qui tordent les pieds. L'escalier est tellement petit qu'on a du mal à passer avec une valise. Mon père ouvre la porte. En face de l'entrée, il y a un coin cuisine rikiki. On se suit à la queue leu-leu dans le petit couloir. On arrive dans une pièce avec un poêle à charbon, un canapé, un buffet, une table et des chaises. La fenêtre donne sur la cour. Il fait sombre. Au sol, il y a des faux carreaux en plastique rouge comme du vin. Ils sont pleins de taches noires. Burk. La 2e pièce, c'est une chambre avec un grand lit, un petit lit et une grande armoire. Tout est marron, tout moche. La fenêtre donne sur la rue. On entend les voitures passer. Ma mère demande où sont les toilettes. On se penche à la fenêtre. C'est de l'autre côté de la cour, en bas, dans l'immeuble d'en face, première porte à gauche. Mon père explique qu'on a une clé pour y aller. Des toilettes à la turque. Nous,
On a l'habitude. Je tire la jupe de ma mère. C'est quoi les crottes dans la rue? Elle m'entend pas. Mon père dit que pour se laver, on ira au bain-douche. C'est comme le hammam. Alors la France, c'est un peu comme la Tunisie? Ma mère ne répond pas. La France, c'est comme la Tunisie? Elle fait que regarder autour d'elle, et puis s'assoit sur une chaise, et puis croise les bras, et puis c'est tout. Je dis plus rien. Elle me répondra plus. On sent les choses comme ça quand on a 7 ans. Ben dis donc. 4 jours d'ennui. J'ai pas le droit de jouer dehors. Je regarde par la fenêtre. Il a plu beaucoup d'un seul coup. Ça a bien nettoyé les trottoirs. Je sais ce que c'est, les crottes. C'est des crottes de chiens. Les Français ont tous un chien, surtout les vieux. Mon père dit qu'ici, ils les traitent comme des enfants. Ils leur parlent et ils leur font des caresses et ils dépensent beaucoup d'argent pour eux et ils les font dormir dans leur lit. Ben dis donc, c'est pas comme ça en Tunisie. Ben dis donc, c'est le premier mot que j'ai appris en français. C'est ce qu'il dit mon père quand il est étonné. En tout cas, en Tunisie, quand on voit un chien, on fait attention. Les chiens, ils vivent en bande et ils mordent, et tu peux mourir avec la rage. Ils sont très méchants parce qu'ils veulent voler notre nourriture, alors on leur jette des pierres pour qu'ils s'en aillent. En Tunisie, personne n'a de chien à la maison, tout le monde a des enfants. Oh, il y a une dame qui a mis un gilet sur le dos de son chien. Ben dis donc. Ici, ils promènent tout le temps leurs chiens. Leurs chiens font des grosses crottes sur les trottoirs et après tu marches dessus et ça se colle sous ta chaussure et quand tu rentres chez toi, tout le monde trouve que ça sent la crotte de bique. L'école. La maîtresse me parle, mais je comprends rien. Je le dis, en arabe. Ça fait rire toute la classe. La maîtresse secoue la tête et me fait signe d'aller m'asseoir. J'obéis. J'ai honte, mais je ne sais pas pourquoi. Les bras croisés, je suis assise depuis longtemps et je fais rien. Les autres me regardent plus, ils m'ont oublié. La maîtresse aussi m'a oublié. Le rien dure 2 jours. Mon père m'a dit que c'est parce qu'on est en avril, à la fin de l'année scolaire, et qu'ils m'ont mise dans n'importe quelle classe, mais qu'après l'été, je commencerai l'école pour de vrai. Je m'ennuie à l'école pour de faux. 3e jour. La maîtresse se souvient de moi. Elle pose une feuille sur mon pupitre. Je regarde la feuille. C'est pas croyable. La maîtresse écrit en arabe. Je lève les yeux vers elle et je lui parle très vite parce que toutes les phrases se bousculent dans ma tête. Je dis d'un coup que je suis tellement contente qu'elle peut me donner du travail tous les jours comme ça, parce que ça, moi, je sais le faire. Oui, tous les jours si elle veut, parce que sinon, je m'ennuie. Et moi j'ai envie de travailler. Et je voudrais bien savoir, puisqu'elle sait écrire l'arabe, alors elle me comprend quand je parle. Hein? Elle me comprend là. Les autres rigolent. Moi j'attends la réponse. La maîtresse les fait taire, et son visage est encore sévère quand elle se tourne vers moi. Son doigt pointé sur ma feuille est plus clair que ses mots. Je dois me taire aussi. Alors je me tais, je baisse la tête et je fais les opérations. Mais je le dirai. Je le dirai à ma mère que la maîtresse parle l'arabe, mais qu'elle veut pas devant les autres. La preuve, les chiffres sont en arabe. La cuisine française. La cantine, c'est grand comme une gare. Une dame passe avec un plateau et sert des boules vertes. J'ai jamais vu des légumes comme ça. Ça sent vraiment mauvais et tout le monde fait la grimace. Une autre dame sert une tranche de viande rôtie à chacun, sauf à moi. Je lève timidement la main pour réclamer ma tranche. Elle fait non de la tête et continue sa distribution. Un garçon se met à imiter le bruit du cochon en rigolant la bouche ouverte. Il est dégoûtant. Il s'étrangle. Bien fait pour lui. Je suis pas contente. Mon père m'a fait goûter du saucisson. Et c'est très bon. Et il m'a bien dit que j'avais le droit de manger du porc comme les Français. La maîtresse a parlé à mon père à la sortie de l'école. Elle lui a dit que si je voulais manger du porc, faudrait qu'il m'écrive un mot pour qu'elle le donne aux dames de la cantine. C'est la règle. Mon père se gratte la tête longtemps, et puis il décide que je mangerai plus à l'école. C'est plus simple. Tant pis, j'aurai du jambon à la maison, parce qu'il sait pas écrire. J'ai tout essayé, la mortadelle et le salami, le pâté de foie, le pâté de campagne, le saucisson à l'ail, celui de Lyon et d'Auvergne, la saucisse de Strasbourg et les rillettes du Mans. On se régale avec mon père. Il dit que chaque ville de France a ses spécialités. Et c'est plein de villes, la France. Et c'est plein de fromages aussi. Moi, j'aime bien le camembert. Mon père dit que ça va très bien avec un petit coup de rouge. C'est fait avec du raisin. C'est bon pour la santé, ça débouche le cœur. Il me laisse goûter. Ma mère hurle.
Ça sert à rien. De toute façon, je l'ai recraché. Le raisin était pourri. N'empêche, pendant longtemps, j'ai eu peur que mon cœur soit bouché. Mai 68. Le soir, à la télé, il y a des vitres cassées et des fumées qui montent jusqu'au ciel. Il y a des policiers avec des casques et plein de jeunes qui crient et qui jettent des pierres. Après, les policiers leur foncent dessus et les jeunes courent et les policiers leur courent après. Quand ils les attrapent, ils leur tapent sur la tête avec des bâtons. Ça fait trop peur. Je demande ce qu'on leur a fait aux jeunes pour qu'ils soient en colère comme ça. Pour mon père, c'est rien que des voyous. C'est à cause d'eux que l'autre soir il est rentré tard, parce que les policiers l'ont confondu avec quelqu'un d'autre et ils l'ont emmené au commissariat. Et même qu'il a été obligé de montrer sa gamelle pour expliquer que lui, il travaille. Que des voyous. Les vacances d'été. Les Français vont tous à la mer. On les voit à la télévision. Paraît qu'on les paye pour y aller. La chance. Pour ça qu'il y a plein de monde sur les plages. Ils sont tous collés. Et quand il y en a un qui jette un ballon, il y en a un autre qui le reçoit sur la tête. Mais les enfants ont l'air de s'amuser dans l'eau. Moi aussi, je voudrais bien qu'on paye mon père pour y aller. Il dit qu'on peut pas. Il pleut. Il fait gris. On regarde la télé. Le voile de ma mère. Ça s'appelle un sefseri. C'est comme un grand drap en coton blanc. Ma mère est très fortiche pour s'envelopper dedans. Ça lui tombe jusqu'aux chevilles. Elle fait un peu fantôme, mais moi, je suis habituée. Elle aussi, elle est habituée. Pour ça qu'elle continue à le mettre à Paris. Mais les gens d'ici ont pas l'habitude. Quand on passe dans la rue, ils la regardent d'une drôle de façon. Une fois, une dame lui a jeté des mots comme des crachats. Mon père explique à ma mère qu'il faut s'adapter. Ça veut dire qu'il faut faire comme les Françaises et qu'il faut pas le porter. Ma mère dit qu'elle se sent nue sans son sefseri. Elle veut pas qu'on la regarde. Elle a honte. Mon père lui fait remarquer qu'on la regarde parce qu'elle le porte. C'est bien vrai. Je suis d'accord avec mon père. Et en plus, moi aussi j'ai honte. L'histoire dure, et puis un jour, ma mère l'abandonne et sort nue. Et plus personne l'embête. La rentrée. A, B, C, on les compte. Avec X, Y, Z, ça fait 26 lettres. Pour qu'on les retienne, la maîtresse nous les fait chanter. En CP, les autres non plus, ils savent pas écrire. On est presque à égalité, mais moi je m'applique 2 fois plus. Le plus dur, c'est de bien caser la lettre entre 2 lignes. Avec moi, tout déborde, comme si j'avais la rage. Ça bave de l'encre noire. Faut que je me calme. Je veux y arriver. Je sais pas comment je le sais, mais je le sais. J'ai besoin des mots. Je pense à tout ce que j'arrive pas à expliquer et aux boules vertes de la cantine. Paraît que ça s'appelle les choux de Bruxelles. Quand mon père saura écrire, je lui ferai mettre ça sur la liste des interdits. Maintenant, j'arrive à lire. Chaque mot est fait de plusieurs petits bouts, des syllabes. Il faut les assembler. Je m'entraîne aussi à la maison, en cachette. Je m'assois dans un coin près de la fenêtre et j'écarte les rideaux. Comme ça, le matin, je profite de la lumière du dehors, et le soir, j'ai la lumière des lampadaires de la rue. L'électricité, ça coûte cher. Exercice en classe. Dans le livre, il y a des images qui racontent une histoire. Par exemple, on voit des gens qui font la queue dans la rue pour voir un film. Il faut faire une phrase pour expliquer ce qu'ils font. Après, on doit l'écrire au tableau. C'est mon tour. Moi, je dis, ils vont au cinéma. La maîtresse fait, hein? Elle me demande d'articuler. J'articule. Ils vont au cinéma. Toute la classe rigole. Je sais pas pourquoi. La maîtresse me demande de l'écrire au tableau. Je l'écris. Elle dit que c'est faux. Elle dit que c'est cinéma. Moi, je dis que en Tunisie, tout le monde dit cinéma. Et la maîtresse, elle rigole aussi. Sont vraiment bêtes, des fois, les Français. Les expressions. Toute ma rue est blanche. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est joli. Et ça fait plus propre. On voit plus les crottes de chiens. Ma maîtresse dit qu'il a neigé tellement tôt cette année que c'est un jour à marquer d'une pierre blanche.
Ça veut dire qu'il faut se rappeler de la date. Je m'en rappelle. Dimanche 17 novembre 1968. Les phrases bizarres qui veulent dire autre chose que ce qu'elles racontent, ça s'appelle des expressions. Les Français ont beaucoup d'expressions. J'en connais des tonnes. Faire la gueule, c'est quand on n'est pas content. Avoir un coup dans le pif, c'est quand on a bu trop de jus de raisin pourri. Tiens, voilà du boudin, c'est quand les garçons voient une fille moche passer. Nous aussi on a des expressions. Quand le ventre est plein, la tête chante. Il y a aussi « une guenon sera toujours une gazelle dans les yeux de sa mère ». Même pas besoin d'explication. Je suis au coin, je suis punie, à cause des expressions françaises. J'ai expliqué à la maîtresse. J'ai seulement dit à Thibaut que moi, quand je serai grande, je serai riche. Enfin, je lui ai dit que je me ferais des couilles en or. Et comme il me croyait pas, je lui ai dit d'aller se faire voir chez les Grecs. C'est comme ça qu'il parle, notre voisin, et personne le gronde. La maîtresse a dit qu'il faut pas répéter les gros mots, que mon voisin est mal élevé, et que c'est Monsieur Beauf. Elle se trompe, la maîtresse. Il s'appelle Monsieur Baudouin. Maintenant, je suis debout depuis longtemps, et j'ai les jambes en coton. Je veux pas le dire à la maîtresse. Je me méfie des expressions françaises. Les traditions. Qu'est-ce que t'as eu à Noël? Rien. Nous, on attend l'Aïd. Ouais. C'est quoi ça? C'est notre fête. Où on aura des cadeaux. Oh, la menteuse. Dis plutôt que tes parents ont pas un rond. Ferme ton clapet. Tu pues de la gueule. J'aime bien dire des gros mots quand je suis énervée. Mon père dit que Noël, c'est seulement pour les Français. Il dit qu'à l'Aïd, on ne pourra pas égorger le mouton. On n'a même pas de baignoire. De toute façon, ça ferait peur aux Français. Le mouton ici, tout le monde en mange, mais personne n'a envie de le voir mourir. C'est leur tradition. La sauvage. Capucine, c'est plus ma copine, parce que c'est la chouchoute, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus de Sainte-Nitouche. Même à la récré, c'est toujours elle qu'on choisit pour faire la princesse. Pourquoi je peux pas être la princesse, moi? Parce que d'abord une princesse, c'est jamais avec des cheveux noirs et frisés. T'as pas vu dans les contes? Eh, patate! C'est vrai, les princesses sont toujours blondes avec une peau bien blanche. Une princesse, ça doit faire chochotte, qui craint le soleil. Pour ça qu'elle se met sur le balcon que le soir au clair de lune. Je suis trop bronzée, alors c'est toujours moi qui fais la sorcière. Tant pis pour eux, parce que c'est moi qui commande. Je leur fais peur, et je les oblige à m'obéir. Je cours, et quand je les rattrape, je leur distribue des coups de pied, et je leur dis que mon père est boucher, et qu'il va tous les égorger dans la baignoire avec son couteau. La princesse Capucine, je la tire par les cheveux jusqu'à un arbre qui est une tour, en vrai. Et je lui interdis de bouger parce que sinon, je la transforme en crapaud comme le prince idiot qui est amoureux d'elle. Et je ricane, et je fronce mes sourcils noirs, et je lui dis qu'elle le reverra jamais. Je lui fais payer cher de se croire la plus belle. Il m'appelle la sauvage. La maîtresse dit que je dois pas frapper, que je dois arrêter de raconter des histoires idiotes de boucher, que personne ne m'attaque. Mon œil. Elle dit qu'on doit rien me reprocher parce que je travaille bien, que je suis un exemple de tégration. Je sais pas ce que c'est, mais je dois arrêter si je veux gagner un tableau d'honneur. D'accord? D'accord. Parce que, quand je suis plus la sorcière en vrai, je l'aime bien, Capucine. Les vacances de Pâques. La colo, rien que d'y repenser, j'ai encore envie de vomir. Comme dans le car la nuit quand on y est allé en Bretagne. J'aime pas la Bretagne. La mer est froide. Les plages, c'est plein d'algues et de crabes. J'en avais jamais vu. En plus, ils les mangent, les crabes. Ils les font bouillir et ils leur sucent les pattes. Burk! Sinon, les Bretons, ils font plein de choses comme nous. Ils ont des musiciens qui soufflent dans des binious, comme les Tunisiens avec le mezoued. Les Bretons aiment manger des crêpes, comme chez nous, et boire du helben. Eux, ils appellent ça du lait ribot. Je l'ai dit à la mono que nous, c'était tout pareil. Elle a dit que c'était peut-être parce que les crabes s'étaient pas arrêtés à Poitiers. Elle était un peu bizarre, la mono. Surtout quand elle avait bu beaucoup de bière, après le cidre. Mais quand même, elle m'a défendue quand les autres filles m'attaquaient. Elles arrêtaient pas de me pousser et de me faire des croche-pieds. En plus, elles m'ont piqué mon eau de Cologne dans mon placard. La mono a dit que j'étais une pauvre chérie parce que j'avais une tête de turc.
C'est une expression. Ça veut dire une tête d'arabe. C'est Kif Kif Bourrico. La chef de la bande, c'était Caroline Bonnet. Ses parents lui envoyaient des colis pleins de bons becs et elle en donnait à tout le monde. Sauf à moi. Comme si je comptais pour des prunes. En plus, elle se moquait de mes cheveux frisés et elle disait que j'étais coiffée comme l'as de pique. Et les autres répétaient comme des moutons. Je pouvais pas les taper toutes, alors j'ai trouvé un moyen de leur faire peur. J'ai commencé à leur raconter que j'étais sorcière, que ma mère était sorcière, que ma tante était sorcière, comme tout le reste de ma famille depuis toujours. Je me suis levée une nuit pendant qu'elle dormait, j'ai fait le tour du dortoir, les bras tendus, et devant chaque lit, j'ai prononcé des mots qui n'existent pas, comme si je leur jetais un sort. Devant le lit de Caroline Bonnet, j'ai hurlé « Damnation !» comme je l'ai lu dans une bande dessinée. Tout le monde s'est réveillé en criant. La mono est venue, elle a allumé les lumières. Je m'étais recouché tranquillement, je faisais semblant de dormir. Le lendemain, j'ai dit que je me souvenais de rien. La mono a dit que j'étais une somnambule. Elle avait l'air inquiète. La bande à Bonnet aussi. N'empêche, elles ont arrêté de m'embêter. Elles y croyaient tellement qu'elles voulaient savoir comment on devient sorcière. Il y en a même qui m'ont demandé si ça existait des potions avec de la poudre de queue de lézard. C'est vraiment débile. J'étais bien contente de rentrer. Sortie de classe. Vendredi 20 juin. Visite du château de Chantilly. Le guide était tellement barbant qu'à la fin, il parlait plus que pour les maîtresses et 3 faillots. On a fait un concours de grimaces devant les tableaux des comtes de Trucmuche et des duchesses de machin-chose. Après, on a fait des petites glissades sur le parquet ciré en ricanant comme des débiles. On aurait bien essayé les fauteuils rembourrés de madame la marquise, mais ils étaient derrière des chênes. Ça sentait la poussière. Après le pique-nique, on a été obligé de remonter dans les cars pour aller aux étangs de Commelle. Ma maîtresse, madame Berthaud, a dit « C'est l'endroit le plus remarquable de la forêt de Chantilly. » Paraît qu'un poète qui s'appelait Chateaubriand, comme la viande, se promenait souvent là-bas. Tout le monde a fait « Oh non !» parce qu'il faisait chaud, qu'on avait envie de rester sur l'herbe à glander et qu'on s'en foutait du poète qui se faisait remarquer avec son nom de viande. L'étang brillait sous le soleil. La lumière faisait mal aux yeux. Heureusement, j'avais des lunettes comme une touriste. On marchait sous les arbres. On a vu des grenouilles et des canards. Tout le monde commençait à être fatigué. Je me suis retrouvée la dernière de tous parce que je m'arrêtais pour regarder les poissons. Je me demandais pourquoi on n'essayait pas d'en attraper pour ramener du poisson gratuit à nos parents. En Tunisie, on montait sur des rochers, on le pêchait avec une canne. On ramenait les poissons dans un seau et on les faisait griller. J'ai levé la tête et j'ai vu que les autres étaient loin. J'ai commencé à me dépêcher. Et là, j'ai entendu quelqu'un pleurer derrière l'arbre et une voix qui disait « Montre tes nichons ou on te fout dans la foulotte !» Oui, j'ai très bien entendu. C'était mal poli. Et quand j'ai fait le tour de l'arbre, je les ai vus. C'étaient des garçons qui embêtaient Capucine. Un roux et un grand tout maigre. Capucine avait les yeux tout rouges et elle tremblait comme une feuille. Alors j'ai crié « Laissez-la tranquille !» Ils m'ont fait « Tu crois que tu nous fais peur, grosse conne ?» Et on a commencé à se bagarrer. J'ai donné des coups de poing, des coups de pied, tellement qu'ils ont commencé à arrêter et à me dire que j'étais complètement starbée. Ils avaient de la morvonnée. Après, ils ont fait semblant de s'en aller, mais ils ont poussé Capucine dans l'eau, et après, ils sont partis en courant. Voilà comment j'ai raconté toute l'histoire. Heureusement que le monsieur Ducard et d'autres grandes personnes sont venus nous chercher, parce que j'arrivais plus à la remonter et je commençais à boire la tasse, moi aussi. Mon père a dit que j'aurais pu me noyer en essayant de sauver ma copine qui savait pas nager et que c'était pas normal de pas faire attention aux enfants. Il a dit que si on voulait, on pourrait porter plainte contre les Français. Mais comme on n'est pas français, c'est même pas la peine. Mais devant la directrice, il a dit que c'était normal, que nous les Tunisiens, on aide toujours les gens. La directrice a exclu le roux et le grand maigre de l'école. Même pas le droit de participer à la fête de fin d'année, ni à la distribution des prix. Bien fait pour eux. L'école est finie. Samedi 28 juin 1969. Dans le préau, les parents sont assis devant, les élèves derrière. Sur l'estrade, il y a une longue table avec un feutre rouge et des piles de livres comme des tours. La directrice tient un micro. Sa voix résonne. Elle dit qu'on va commencer par les CP et la classe de madame Berthaud.
Et puis elle dit d'un air très sérieux que, comme beaucoup le savent déjà, la semaine dernière, un incident grave s'est produit lors d'une sortie scolaire. Elle dit qu'elle est donc particulièrement heureuse d'annoncer que le prix d'excellence est attribué à la petite fille qui a permis de sauver sa camarade de la noyade. Une petite fille arrivée en France seulement l'année dernière, qui a réussi à être première de sa classe. Elle dit mon nom et demande de m'applaudir très fort. Comme je bouge pas de ma chaise, quelqu'un me pousse dans le dos et je me lève comme un automate. Je remonte toute l'allée. Je grimpe sur l'estrade. La directrice me donne le prix d'excellence, écrit en belles lettres penchées sur une grande feuille de carton blanc. Mon nom est marqué au stylo au milieu des pointillés. Après, elle me tend un beau livre rouge, à la couverture épaisse. En lettres d'or, on peut lire « Les malheurs de Sophie ». Sur le coup, je trouve ça un peu triste de m'offrir une histoire pleine de malheurs. La directrice a l'air tellement contente de me l'offrir. Peut-être que ça n'est pas si triste. Elle me fait même 2 bises. Je deviens toute rouge. Les gens continuent d'applaudir. Madame Stévenin me chuchote « Tu peux saluer ». Je me retourne vers la salle. Mon père est au premier rang. Il est fier comme un pou. Il applaudit plus fort que les autres. Tout le monde a l'air de bien m'aimer. Comme une star, je salue le public.